Nous démarrons le dernier cycle de la théma Les uns et les autres, ayant pour objet l'économie et les autres formes d'échange solidaire. Avec les multiples crises qui secouent le monde, difficultés économiques, réchauffement climatique, catastrophes écologiques, et la rareté des ressources naturelles, de nouvelles solidarités s'affirment. Les initiatives se multiplient, telles que le système d'échange local, les monnaies sociales et complémentaires et les microfinances. Sont-ils des dispositifs de survie provisoires ou une manière de faire de l'économie basée sur des liens sociaux non marchands? Donc ça, c'est une question qu'on va évoquer dans cette conférence. Ce soir, nous accueillons M. Jean-Michel Servet, un invité de marque, l'un des grands économistes spécialistes des microfinances, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Votre bibliographie est foisonnante et je cite uniquement l'un de vos derniers livres intitulé « Les monnaies du lien », paraît dans les presses universitaires de Lyon en 2012. Donc c'est le dernier ouvrage. Donc votre conférence ce soir est sur le thème de la crise au renouveau solidaire et on s'interrogera sur ces nouveaux dispositifs solidaires. Est-ce des alternatives durables pour dépasser les crises qui secouent le modèle économique libéral ou juste un dispositif palliatif à une crise passagère du monde de production capitaliste néolibéral? Donc la conférence va durer une petite heure, suivie d'un échange d'une demi-heure avec la salle. Merci M. Servet d'avoir accepté notre invitation et bonne conférence. Merci pour cette invitation, merci aussi pour cette présentation. Et donc, je vais essayer de répondre dans l'heure qui vient aux objectifs, en quelque sorte, de réflexion qui ont été donnés. Je le ferai sous le regard, si j'ose dire, de Magritte, avec cet autoportrait de 1936, où on voit quelqu'un regarder un œuf et peindre un oiseau. Et je pense que pour ceux qui travaillent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, sur l'ensemble de ces micro-projets, c'est peut-être un peu ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous regardons des micro-projets et nous voyons l'ampleur qu'il pourrait avoir. Mais je dirais, ce travail de regard n'est finalement pas très différent de ce qu'ont pu faire des auteurs du XVIIIe siècle, qui, comme Adam Smith, qui ont écrit des textes qui, pour des éléments essentiels, ne sont pas des réalités répandues dans les sociétés de leur temps et de son temps, mais sont des projets qui ont pris une ampleur considérable et qui sont devenus, pendant 2 siècles, on peut dire, un peu plus même, les normes de notre temps. Et les utopies d'Adam Smith sont devenues la réalité quotidienne. Et ce que je forme comme vœu, en quelque sorte, c'est que les utopies solidaires que nous regardons aujourd'hui subissent en quelque sorte le même sort. Que les monnaies complémentaires soient, dans les décennies qui viennent, l'équivalent de cette manufacture d'épingles que l'on trouve au début de la richesse des nations et qui a été si souvent citée, mais qui, en tant qu'usine, si j'ose dire, ou fabrique concentrée, était une exception dans le monde du milieu du XVIIIe siècle.
Alors, pour comprendre les alternatives et en quoi elles peuvent répondre à la crise que nous vivons, je pense qu'il est indispensable, relativement rapidement, le plus vite possible, de dresser un certain diagnostic de cette crise. Il faut en comprendre les raisons profondes, les causes profondes, pour voir en quoi ces projets liés à l'économie sociale et solidaire, qui la représentent actuellement, peuvent en quelque sorte être des réponses. Je dirais ce sont des réponses possibles, je le dis immédiatement, mais aussi nécessaires si on ne veut pas que ce soit d'autres alternatives qui notamment conduiraient à une régression considérable de la démocratie dans nos sociétés, qui en quelque sorte l'emporte. Donc tout d'abord le diagnostic de cette crise. Et immédiatement on verra on peut voir les contrepoints qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire. Cette crise est née de l'application d'un certain nombre de politiques au cours des 30 dernières années qu'on qualifie de néolibérales. D'ailleurs, je pense profondément que si on les qualifie de néolibérales, le néolibéralisme n'est pas le libéralisme de Smith. Une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est, disons, de lutter contre l'intervention de l'État, ou de faire en sorte que l'État ne serve que pour le marché. Adam Smith pensait qu'il fallait mettre en quelque sorte certaines limites au marché et que l'intervention publique était nécessaire, contrairement à ce que l'on dit très souvent. Alors, cette politique s'est caractérisée par un renforcement non seulement des régulations dites marchandes fondées sur les logiques de l'intérêt privé, mais ce qui est fortement lié sur la défense des droits de propriété privés. Et d'une certaine façon, on le comprend immédiatement, l'économie solidaire met l'accent sur des éléments qui sont collectifs. Donc il y a une opposition de ce fait. L'opposition n'est pas, et j'essaierai de le développer, sur le mécanisme de l'échange. L'économie solidaire reconnaît la nécessité des échanges. Mais il y a une multiplicité d'échanges. Les échanges, le marché, n'est pas nécessairement fondé uniquement sur une logique d'accaparement et de lutte contre les autres. L'échange peut représenter le souci d'autrui. Et par exemple, le commerce équitable, qui a évidemment, comme tous les projets d'économie solidaire, ses limites, le commerce équitable représente évidemment une forme d'échange, s'appuie sur le marché, pour prendre simplement cet exemple. La caractéristique de la période que nous avons vécue et qui n'est pas finie en quelque sorte, c'est non seulement la défense de la propriété privée, mais des politiques qui ont accru considérablement les inégalités de patrimoine et les inégalités de revenus. Alors le monde entier s'est amusé de voir les Suisses voter, vous en avez sans doute entendu parler, une sorte de paradoxe, à la majorité des cantons et à une grande majorité de la population suisse, une limitation des inégalités de rémunération. Ce qui est un peu inattendu pour quelqu'un qui connaît mal ce qu'est la Confédération helvétique et en quelque sorte les tensions qu'il existe aussi dans ce pays. Il est évident que si vous créez
une inégalité des patrimoines et des revenus, vous allez créer un essoufflement de la demande globale. Pourquoi ? Tout simplement parce que la propension à consommer des plus riches, si j'ose dire, est nécessairement limitée, en dépit des produits de luxe ou des éléments de ce type. Si vous affectez à des couches extrêmement minoritaires des revenus considérables, ceci va se traduire par une alimentation des bulles financières, puisqu'ils vont épargner et ils vont placer. Et donc la résultante de cette crise, c'est évidemment des mouvements spéculatifs considérables grâce aux fonds extrêmement importants qui sont dus à ces inégalités de patrimoine et de revenus. Donc je crois que c'est quelque chose. La solution à cet essoufflement de la demande globale, qui n'a pas été compensé par suffisamment de demandes, si j'ose dire, dans les pays émergents type Chine et Inde, eh bien, ça s'est résolu, entre guillemets, temporairement, par la croissance de l'endettement de la population. Alors, je sais bien que nous vivons dans un pays, vous vivez pour la plupart dans un pays, la France, où l'endettement moyen de la population est plus faible qu'en dans d'autres pays. Et ce qui fait tout un tas de propositions pour développer cet endettement. Il faut savoir que ceci s'accompagne d'un surendettement des plus endettés qui n'atteint qu'aucun pays, je crois, en Europe ne connaît. Tout simplement parce que la France, vu l'opposition du Crédit Agricole et d'autres banques, il n'y a pas de fichier positif d'endettement. Il y a uniquement des fichiers négatifs, c'est-à-dire ceux qui ont des incidents pour rembourser. Mais quelqu'un qui prête ne peut pas connaître, sauf la déclaration des personnes, son niveau d'endettement. Donc ceci fait qu'il y a, si j'ose dire, des gens qui pour le coup ont la fièvre acheteuse et qui se trouvent dans des niveaux d'endettement absolument extraordinaires. Si la crise a éclaté au niveau de prêts immobiliers aux États-Unis, enfin dans un petit détail, ça décrit l'endettement d'une partie de la population américaine. Hein, donc d'ailleurs, la chose aurait aussi pu se produire au niveau de l'endettement par les cartes de crédit. Mais immédiatement, dès que la crise est apparue dans l'immobilier, eh bien, les sociétés faisant utilisant des cartes de crédit ont limité considérablement les découverts. Tout ceci a fait en quelque sorte que la résolution de la crise par l'endettement n'a pas pu se produire. J'insiste lourdement sur cette question d'endettement, de finances, de monnaie dans les manifestations de la crise, parce que ceci explique, je crois, largement pourquoi les projets les plus significatifs, il y en a d'autres, mais les projets les plus significatifs de l'économie solidaire aujourd'hui se trouvent toucher la monnaie et la finance. Et c'est bien en cela qu'ils sont une réponse à certains éléments de cette crise, c'est-à-dire ils touchent les éléments qui sont centraux dans le développement de la crise actuelle. Mais pour faire bref, tout le monde le sait, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin de sortir du capitalisme. Pourquoi ? Parce que nous en sommes déjà en partie sortis. Le capitalisme se caractérisait, aux yeux d'hommes comme Schumpeter, Marx, Max Weber, par un capitalisme, je dirais, de la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait des unités productives et il y avait des mécanismes d'exploitation de salariés. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, cela a disparu. Mais une fraction significative
de l'extraction du surplus de la production se trouve aujourd'hui entre les mains des groupes liés à la finance. Les entreprises de production font des profits grâce à leurs opérations financières, y compris dans des spéculations sur les monnaies, qui ont pris un rôle extrêmement important aujourd'hui. Si on caractérise un système économique par, en quelque sorte, le mode d'exploitation dominant, au sens où on distingue la féodalité, l'esclavage, le capitalisme industriel, eh bien nous sommes dans un nouveau mécanisme d'exploitation. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, en quelque sorte. Alors ça peut nous rapporter aux périodes antérieures, d'ailleurs, au capitalisme industriel. Puisque, si l'on pense au XVIe siècle, on avait des marchands banquiers qui s'enrichissaient notamment par les spéculations sur les lettres de change. Donc on avait tout un tas, c'est un des exemples, mais on avait aussi un système. Mais c'était extrêmement limité, en quelque sorte, par rapport à la masse de la production. Aujourd'hui, vous avez un monde financier qui absorbe en quelque sorte, qui transforme les capitaux et qui crée ce mécanisme. Et si on compare la crise de la fin des années 80, il y a déjà eu une crise boursière, etc. À la fin, ou à la fin des années 90, où on a eu dans certains pays des crises, par rapport à ce qui s'est produit à partir de 2007-2008, eh bien, c'est que l'effondrement des bourses, qui s'est produit à l'époque de certaines bourses, n'a pas produit l'effet réel de 2008, 2007, 2008. Et je pense fondamentalement que si ceci n'a pas produit cet effet, c'est précisément parce que les politiques néolibérales mettant en avant la finance, les deux choses sont liées, n'étaient pas parvenues à la même intensité, en quelque sorte, d'exploitation du système. Donc, voilà brièvement caractérisé. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle Le Grand Renversement, en 2010, où les trois quarts de l'ouvrage est consacré à peu près à ce que je viens de vous dire. Les éléments que j'aimerais souligner, c'est face à cette situation, c'est que les politiques qui nous sont proposées, je dirais, proposent d'encadrer en quelque sorte la finance, de limiter les excès de la finance, de taxer en quelque sorte les opérations financières excessives. Je pense que c'est totalement insuffisant pour répondre à la forme de crise que ce système connaît. Parce que taxer en quelque sorte les excès, les encadrer, c'est un peu comme si vous pouviez payer une taxe qui vous permettrait de brûler les feux rouges, quoi. De faire des excès en quelque sorte. Vous auriez la possibilité, donc on pourrait multiplier les exemples de ce type. Il y a sur les résultances de la taxation, disons, à une échelle très locale, une étude a été faite en Israël. Il y a un article qui est publié. Ils avaient eu l'idée, parce que les gens amenaient leurs enfants en retard à la crèche ou venaient les chercher plus tard que l'heure prévue. Alors, ils ont prévu de faire une taxe, une amende. Donc, les gens payaient une amende. Ça n'a pas diminué le nombre de gens amenant leurs enfants en retard. Au contraire, ça l'a accru, puisque les gens payants sont dit, eh ben, on peut amener les enfants en retard, il suffit de payer. Donc ce système de croire que en faisant payer des taxes ou des éléments, on va, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais qu'on va résoudre les problèmes, me paraît une vision assez erronée. Alors le problème, c'est que les solutions qu'on nous propose,
et c'est pour ça que l'économie solidaire en propose tout à fait d'autres, sont en quelque sorte la perpétuation des lois du marché. C'est-à-dire qu'on noue du marché à but lucratif, mais qui serait en quelque sorte moralisé, encadré. Le danger de ce genre de choses, c'est d'une part, si vous ne changez pas fondamentalement le mécanisme dominant de l'exploitation qui est apparu dans ce système, vous reproduisez les mêmes erreurs. Si vous faites des politiques d'austérité, vous ne changez pas, et au contraire, vous l'aggravez la situation au niveau de la demande globale. Et il y a des risques extrêmement importants que les populations, en quelque sorte, s'opposent à ce genre de politique. On commence à le voir, hein, le mouvement des indignés est tout petit, mais enfin on voit des réactions contre ce type de politique. Un des exemples les plus récents, c'est le vote italien. Et vous avez un comique, en quelque sorte, qui ne me fait pas rire du tout, parce que je ne sais si vous connaissez certains éléments de son programme. Son programme, c'est par exemple de quasi faire supprimer les syndicats. Je ne pense pas que ça soit un projet, en quelque sorte, ni crédible, ni utile d'enlever cet élément du dialogue social qui fait partie des démocraties occidentales. Ou par exemple, son projet, c'est de supprimer tout ce qui ressemble à un salaire minimum. Son projet, c'est d'interdire la nationalité italienne aux enfants nés d'immigrés sur le sol italien. Enfin, je pourrais démultiplier les exemples qui font ressembler son programme, d'ailleurs par certains aspects, plus à ceux de Marine Le Pen que d'un mouvement dit de gauche. Donc on risque de voir apparaître des mouvements de ce type. Et en face, on voudra appliquer les politiques de marché. Et si les gens ne sont pas d'accord, eh bien, la réaction sera des politiques de plus en plus autoritaires pour appliquer ce qui serait le bien sans le consentement des gens. Les liens entre les néolibéraux et des régimes autoritaires, l'exemple qu'on cite, c'est en général celui du régime de Pinochet au Chili, où on a vu les Chicago Boys qui avaient été formés par Milton Friedman venir, disons, soutenir ce régime et appliquer de bonnes politiques économiques de régulation. Souvent on a pris cela pour une exception. En fait, si vous regardez les travaux des néolibéraux, vous apercevez qu'à certaines périodes de l'histoire, ils ont été proches de régimes extrêmement autoritaires. Et par exemple, dans les années 30, où on a les prémices de certains de ce personnage, comme Ludwig von Mises, qui se trouve à la fin des années 30 à quitter l'Autriche pour enseigner dans l'institut où je suis aujourd'hui, eh bien, comme il était d'origine juive, il était anti-hitlérien, mais à part ça, il avait une certaine considération pour les régimes autoritaires, qu'on appelle fascistes, hein, qui permettaient de mettre de l'ordre dans l'économie et de faire respecter la propriété et les marchés. Et il y a un ouvrage d'un de ses collègues qui s'appelle La crise de notre temps, qui est paru initialement en 1943 en allemand, mais qu'on a sans trop de soucis republié en 1962. Et je voudrais vous en lire un extrait. Donc c'est un néolibéral respectable. Il dit la chose suivante: si la concurrence ne doit pas agir comme un explosif social, ni dégénérer en même temps, elle présuppose un encadrement d'autant plus fort, en dehors de l'économie, un cadre politique et moral d'autant plus solide, un État fort, trônant bien au-dessus des groupes affamés d'intérêt, une moralité économique très haute, une communauté non désagrégée d'hommes prêts à la coopération, naturellement enracinés et socialement intégrés. Voilà, je pense, une très belle formule qui nous pend au nez, si j'ose dire, si d'autres politiques ne sont pas proposées. Alors,
de multiples propositions peuvent être faites. Je suis en partie d'origine lyonnaise et à Lyon on a une jolie expression qui consiste à dire le patois lyonnais, si j'ose dire, étant très proche du latin, contrairement à ce qu'on imagine souvent, hein, son franco-provençal a donné ça, et à Lyon c'est l'emploi du Y, donc ça donne, il suffit pas d'y dire, il faut y faire. Donc effectivement, c'est un adage lyonnais qu'il faut toujours avoir en tête quand on évoque en quelque sorte les choses. Mais actuellement, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et ce faire, en quelque sorte, il est basé sur l'idée qu'il faut dépasser l'opposition du marché et de l'État pour proposer des modèles qui s'appuie sur la solidarité et le partage, et ce qui est au cœur de l'économie solidaire. Ça ne veut pas dire que l'État ou le marché à fin lucratif, ça serait une utopie, disparaît brutalement du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a des articulations nécessaires entre ces principes. Donc ça, c'est une idée forte. La base de l'ensemble de ces projets est basée sur l'idée d'une interdépendance volontaire, qui n'est pas mécanique comme celle des marchés et qui n'est pas imposée par le haut comme on l'a dans un modèle de planification. C'est l'idée que dans des relations économiques, on ait le souci d'autrui. On ait le souci de la conséquence des décisions que l'on prend. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en même temps. D'autres sociétés sur cette planète ont eu l'idée de penser, dans les décisions qu'ils prenaient, les conséquences. Pour comprendre ce que je vais dire et l'exemple que je vais prendre, il faut se situer dans une perspective anti-évolutionniste. Je veux dire par là que des populations dites primitives sont parfaitement nos contemporains. C'est pas parce qu'elles se déplacent moins vite, qu'elles n'utilisent pas certaines techniques que nous utilisons, que dans la construction des rapports sociaux, elles seraient en quelque sorte en retard. Et j'en donnerai deux exemples. On nous dit que dans les tribus d'Iroquois, quand une décision importante était prise, les Iroquois étant des Indiens d'Amérique du Nord dans la zone à peu près est du Canada aujourd'hui, dans la République iroquoise et des États-Unis, eh bien, on pensait aux conséquences des décisions qu'on allait prendre pour cette génération. Je souhaiterais que dans nos sociétés, on prenne les conséquences de nos décisions dans cette génération. C'est un principe, évidemment, sur des questions environnementales, écologiques, essentielles. Et je donnerai un autre exemple que c'est ce souci des autres, en quelque sorte. Quand on prend des décisions, alors, il y a un livre que vous connaissez peut-être, de Margaret Mead, qui a été traduit. Il y a 3 ouvrages de Margaret Mead qui ont été traduits en un seul en français sur mœurs et sexualité en Océanie. C'est dans cette très belle collection Terre humaine. Et il y a un premier chapitre, s'appelle en français une société solidaire. En anglais, c'est a cooperative society. Et il y a une description des arapèches. Et elle dit la chose suivante, qui doit nous faire réfléchir aussi sur nos comportements. Quand on visite un village arapèche, on s'aperçoit que les poutres des maisons dépassent. Nous, quand on a tendance à construire une maison, on coupe les poutres en quelque sorte pour des raisons esthétiques. Alors, nous dit Margaret Mead, si vous interrogez un arapèche pour savoir mais pourquoi les poutres dépassent comme ça des maisons, la réponse des arapèches est absolument, à mon sens, magnifique. Ils disent « Ah oui, mais un jour, notre maison sera détruite. Elle servira à construire la maison d'autres. Donc ça serait vraiment quelque chose de pas bien que de couper les poutres. » Je trouve que c'est un bel exemple qu'on devrait retenir en quelque sorte.
Certains les disent primitifs, mais je ne pense pas que ce genre de comportement soit de la primitivité. Hein, c'est véritablement le souci de vivre dans des communautés qui peuvent avoir différentes tailles, et on doit avoir ce genre de comportement. Alors, je vais donner un certain nombre d'exemples, hein, de projets de l'économie solidaire. Je voudrais ajouter une chose dans la projection que l'on fait pour des années et des décennies à venir. Il est toujours difficile de se représenter ce futur. Si j'ose dire, c'est plus facile aux historiens de prévoir le passé que de, en quelque sorte, anticiper de ce qui passera. Et j'en donnerai un exemple que je trouve assez joli. Il y a un concurrent de Jules Verne qui est beaucoup moins connu, mais qui est assez intéressant, qui s'appelle Albert Robida. Et donc, il a décrit ce que serait l'avenir, grâce à l'électricité. Alors, c'est assez génial, hein, par tout un tas d'idées qu'il a pu avoir, hein, c'est anticipateur, mais il y a toujours des limites dans ce genre de choses. Et j'en donnerai un exemple qui est assez significatif, donc qui veut dire aussi, quand on regarde comme ça dans l'avenir, on a des préjugés par rapport à notre temps qu'on pense indépensables. Alors lui, c'est la chose suivante. Évidemment, il connaissait fin 19e, début 20e, les débuts de l'automobile, mais il pensait que il y avait des problèmes dans les villes, hein, et il disait la croissance urbaine sera limitée parce que il y aura trop d'excréments de chevaux, d'ânes, de mulets, enfin tous les animaux qui servaient. Les chiens aussi servaient d'animaux de trait. Hein. Vous avez peut-être vu des cartes postales de Paris où on voit ce genre de choses, une sorte de chariot tiré par des chiens. L'attraction était surtout animale. Mais pourquoi il n'a pas envisagé l'attraction automobile que nous connaissons aujourd'hui? Et la raison, c'est là où on voit les limites. Il disait non, le nombre de voitures ne pourra pas se développer parce qu'on ne trouvera jamais assez de chauffeurs. Bon, je crois que ceci, c'est assez mignon, hein, comme limite, mais ça en dit long, en quelque sorte, quand on pense l'avenir sur les blocages, en quelque sorte, hein, qu'on peut avoir, et que par là même, en quelque sorte, hein, Alors, je voudrais donner un peu quelques exemples, en se citant un peu dans une perspective de deux auteurs connus, hein, qui ont donné les chemins de l'espérance. Dans une perspective solidaire, qui pense à la fois l'échange, le financement et l'utilisation haute de la monnaie. Donc je vais donner quelques exemples de possibilités. La première, c'est, on pourrait dire, qui ne se situe pas au niveau d'un micro-projet précisément, puisque très souvent on est dans des micro-projets, mais quelque chose de beaucoup plus vaste. Si on prend la question de la réduction de la durée légale du temps de travail des salariés. Alors ça peut paraître bizarre vu les débats qu'il y a aujourd'hui sur le financement des retraites que j'en parle. Et précisément, voici l'analyse que j'en fais. Si vous regardez le siècle écoulé, la réduction du temps de travail des salariés ne s'est absolument pas faite en proportion de l'accroissement de la productivité du travail des dits salariés. La réduction du temps de travail aurait dû être beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Quand on nous parle de l'équilibre des caisses de retraite, évidemment, c'est le problème de qui doit payer la part du gâteau. Quand vous regardez l'évolution des finances publiques, vous vous apercevez grosso modo qu'une large fraction, enfin, les couches les plus riches ont vu les taux d'imposition diminuer considérablement au cours des 50 dernières années qui les affectaient, c'est-à-dire que leur cotisation à la société, en proportion de leurs revenus, a considérablement diminué. Donc il y a un problème de financement de ce point de vue qu'on peut regarder de façon entièrement différente. Mais
je ne pense pas que la réduction du temps de travail, je pense fondamentalement ça a été une erreur la façon dont elle a été gérée, qu'il s'agisse dans la durée hebdomadaire du travail ou sur le cycle de vie en quelque sorte, on l'a privatisé. Je pense que d'un point de vue d'une économie sociale et solidaire, la réduction du temps de travail doit être collectivisée. C'est-à-dire que les entreprises doivent être, à mon sens, et toute entreprise, j'entends public, privé, administration, coopérative, association, etc., soit en l'organisant elle-même, soit en le finançant par une taxation pour financer ce genre d'activité, eh bien, tout salarié doit, ça existe dans certaines entreprises en plus, doit avoir en quelque sorte des congés solidaires, c'est-à-dire du temps qu'il affecte et la réduction du temps de travail, ne portant non pas pour qu'il aille dans les centres commerciaux pour consommer un peu plus, hein, c'est un peu l'idée de donner qu'on ouvrirait aussi et qu'on ouvre aussi le dimanche, mais en quelque sorte qu'ils mettent ces salariés et une réduction de leur temps de travail dans leur activité professionnelle pour qu'une partie, qui peut être une journée, qui peut être un mois par an, qui peut être une année tous les 5 ans ou quelque chose de ce type, au service de la collectivité. Je crois que c'est la façon, à mon sens, la plus utile de penser la réduction du temps de travail, étant donné qu'on peut, en quelque sorte, il est assez facile de labelliser, en quelque sorte, les activités qui pourraient bénéficier de ce temps gratuit et qui, en quelque sorte, mettrait en phase avec l'accroissement de la productivité du salariat au cours du siècle écoulé. Autre exemple global, et qui pour le coup est pratiqué au Japon. Vous savez tous, les enfants qui naissent aujourd'hui, pour la moitié d'entre eux, donc mes petits-enfants, vont devenir centenaires. Ça pose évidemment un problème, disons, de s'occuper de personnes très âgées et, disons, il y a un problème de la dépendance qui se posera. La solution qui est proposée pour cela en général, et donc il y a un dialogue, c'est un combiné, soit une assurance privée, c'est-à-dire où ça serait pris sur l'héritage des gens, en quelque sorte, hein, c'est la première solution, et puis on peut la combiner avec, mais vu les difficultés, entre guillemets, des finances publiques et les résistances très fortes à accroître l'impôt, eh bien, c'est de le financer par la puissance publique. Les Japonais ont mis au point depuis 1995 ce qu'on appelle en anglais le Caring Relationship Tickets, en japonais Furei Kipu. J'espère qu'il n'y a pas de japonais dans la salle parce que mon accent n'est pas nécessairement adapté, il ne risquerait pas de reconnaître. Le système est le suivant. C'est une sorte de banque de temps consacrée aux personnes âgées. C'est-à-dire que toute personne peut, en quelque sorte, travailler pour rendre service, enfin s'activer, puisque c'est pas rémunéré, donc s'activer pour rendre service à des personnes âgées. Donc ça veut dire les emmener à la poste, ça veut dire les emmener promener, ça veut dire leur faire des distractions, ça veut dire tout ce dont peuvent avoir besoin des personnes âgées, hein, les accompagner, hein, y compris ce qui est essentiel, parce que ça nous arrive qu'une fois en général dans la vie, l'accompagnement des mourants, qui est quand même quelque chose d'essentiel. Eh bien, ceux-ci donnent leur temps, en quelque sorte, à destination de gens qui sont plus âgés qu'eux, et ils ont en quelque sorte un crédit horaire qui leur permettra plus tard, sauf s'ils meurent brutalement évidemment, auquel cas ils font don à la collectivité de ce crédit, de bénéficier. Et quelqu'un, puisque il y a un déplacement, un éclatement des familles qui s'opèrent, toute personne qui ne peut pas, parce qu'elle n'habite pas à proximité de ses parents âgés, eh bien, toute personne peut s'activer en quelque sorte dans ce système
avoir des crédits qu'elle affecte à ses parents ou à ses familiers, à ses proches en quelque sorte, qui sont ailleurs, qui pourront bénéficier. Je crois que c'est un exemple à échelle globale. Cette banque du temps pour traiter la question de la dépendance qui me paraît, donc ça a presque 20 ans au Japon maintenant, c'est pas facile à mettre en place, à développer, enfin, etc. Mais je crois que c'est un système qui me paraît illustrer ce qui peut être le souci d'autrui, combinant en quelque sorte l'échange, le partage, la solidarité. Alors, autre exemple qu'on peut prendre en quelque sorte de ce système de solidarité, ils sont, disons, à toute petite échelle, bien souvent. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant par rapport, même si on peut dire que dans les pays dits capitalistes développés, l'économie sociale et solidaire fait 10% de l'emploi et 10% du revenu, à peu près. On inclut des banques ou des institutions dont le rapport à l'économie solidaire est, je dirais, limité. Ce que je dirais à ce propos, c'est que je ne dis pas qu'elle est nulle. Si je pense au Crédit Agricole, aux banques populaires, etc. Je dis extrêmement limité. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il n'existe pas, à ma connaissance, de système qui soit actif, qui connaisse un certain rayonnement au moins local, et dont on pourrait dire c'est 100% garantie économie solidaire. C'est une sorte de compromis. Si on prend quelque chose comme le commerce équitable, par exemple, c'est un exemple bien connu, ça ne doit pas faire plus de, quand je dis c'est des micro-choses, parce que ça ne fait pas plus de 1% du commerce mondial. Donc c'est à la fois beaucoup, mais c'est pas grand-chose à l'échelle des échanges internationaux. Donc il ne faut pas se leurrer. Mais je vais prendre un exemple concret. Vous avez des gens qui, à Lausanne, en Suisse, font venir des mangues par avion du Cameroun, garantie commerce équitable. Moi, je me suis souvent dit, vu le coût, vous voyez, en kérosène et au léman, si on cherchait l'empreinte écologique des mangues que mangent ces gens, ça peut nous poser un certain nombre de problèmes, de se dire, non mais attends, ils pourraient pas manger pour l'essentiel des pommes du Valais ou des abricots du Valais à côté. Il y a plein de productions de ce type. Pourquoi il faut aller manger ce genre de produits? Et puis, et c'est là où on voit les éléments, je les peux évoquer à l'intérieur de l'économie solidaire, les éléments de démocratie, qui sont des éléments de débat. Je veux dire, rien n'est 100% solidaire, et donc ça veut dire qu'on débat sur ce débat. Alors, discutons du cas des mangues du Cameroun face à l'emploi local aussi. Disons, il n'y a pas que la question du kérosène utilisé pour transporter les dites mangues. Il y a le fait de maintenir en Suisse une agriculture viable. Donc ça veut dire de consommer des produits qui sont fabriqués en Suisse. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, de manière assez récente, que les pommes du Valais étaient systématiquement aujourd'hui, pour qu'on puisse les consommer dans toute période, vous pouvez encore en consommer au mois d'avril, et elles ressemblent pas du tout aux vieilles pommes qu'on mettait autrefois dans nos caves, fripées, enfin quelque chose de la sorte, mais les gens veulent des pommes comme si elles étaient cueillies. Ça veut dire qu'on les met dans des frigos. Et donc il paraît que l'empreinte écologique d'une pomme du Valais est plus forte qu'une mangue qu'on fait venir en avion du Cameroun. Voilà. Donc on pourrait multiplier les exemples de ce type, qui prouvent d'ailleurs qu'il faut dialoguer, discuter,
faire des choix. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans l'économie solidaire, c'est aussi les choix que chacun peut faire. Hein, cette espèce de, c'est pas seulement un acte économique, consommer, produire, échanger, c'est aussi un acte social, un acte politique. Et on le voit, vous voyez, sur cet exemple très très simple, en quelque sorte, qui est donné. Alors, vous avez, à travers la planète, des exemples qui sont extrêmement nombreux, hein, donc on pourrait développer. Vous avez les recyclages de matériaux qui sont organisés au Brésil et en Argentine. Vous avez l'occupation, les récupérations d'usines en Amérique latine. L'Amérique latine foisonne, ça s'appelait pas en général pas économie solidaire, en général on dit économie populaire, et elle foisonne d'initiatives. Par exemple, il y a même à Buenos Aires, depuis 2003, un hôtel de luxe qui a été récupéré par ses salariés et qui aujourd'hui, alors si certains veulent y aller, il s'appelle le BAUEN, Buen, à Buenos Aires, et il accueille tout un tas de gens, etc. C'était un hôtel de luxe que ses propriétaires voulaient fermer, et il a été, comme ça a été le cas en Argentine d'usine, récupéré par les travailleurs. C'est un peu, pour ceux qui sont de ma génération, le souvenir de l'IP en France, hein, ce qui peut donner, hein, dans la fabrique horlogère à Besançon, etc., avec qui, dans les années 70, a incarné ce genre de choses. Donc il y a des choses qu'on trouve similaires. Vous avez du tourisme durable, Fair Trade Tourism en Afrique du Sud. Vous avez des services dits de proximité en Suède, hein, qui s'appuient très largement sur les nouvelles technologies de l'information. Et puis, j'ai été membre autrefois des systèmes d'échange local en France, hein, à partir du milieu des années 90. Donc c'est un mouvement que j'ai bien connu, qui connaît disons un redéveloppement, un revival sous forme aujourd'hui des monnaies complémentaires. Hein. Donc alors, les systèmes d'échange locaux étaient des groupes, sauf en Allemagne où il y avait 1000 personnes, mais plus de 1000 personnes à Berlin. Mais en France, c'était des groupes de 60, 100, 200 personnes maximum, si on prend l'exemple actif de l'Ariège, qui décident de créer une unité locale pour leurs transactions et qui échangent en quelque sorte des biens et des services au sein de ces groupes. Hein, voilà le système à partir d'une monnaie qui est une comptabilité, hein, des échanges, qui aujourd'hui, grâce à l'informatique, disons, peut en quelque sorte ne plus recourir au système de fichiers, hein, qui était utilisé, de fiches ressemblant à des chèques, et donc il y a le système de l'inscription par ordinateur qui facilite bien les choses. La nouveauté, en quelque sorte, qui est apparue, c'est la mise en place de monnaies complémentaires. Je ne pense pas qu'il y en existe plus de 2500 à l'échelle de la planète, hein, parce que souvent on donne des chiffres de 5000, mais on confond des projets avec des choses qui fonctionnent réellement. Donc c'est pas la même chose d'avoir l'intention et puis de faire tourner réellement un système de monnaie complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des parabillets, en quelque sorte, hein, comme on peut les connaître, nous, avec l'euro ou d'autres monnaies en Europe, avec une image dessus, emblématique du groupe, avec une unité qui est indiquée et qui sert à payer entre les membres du groupe. C'est plus un système de comptabilité, c'est un système de billets. L'opération dont on parle le plus aujourd'hui en France se trouve à Toulouse, certains en ont peut-être entendu parler, avec le sol violette, mais vous avez à Villeneuve, vous avez à Romans, vous avez une vingtaine de projets
disons, de monnaie complémentaire qui circulent en France, et il y a beaucoup plus, disons, de projets encore qui sont dans des cartons. Certains en annoncent notamment, puisqu'il y a des soutiens des municipalités, un développement assez fort lors des prochaines élections municipales françaises. Vous avez à Nantes, la ville du Premier ministre français, un projet qui est en train de se mettre en place pour faire une monnaie locale inter-entreprise, qui est le système suisse VIR d'ailleurs, hein, qui existe depuis les années 1930. Hein. Les Suisses ont un système de monnaie complémentaire développé surtout dans la zone alémanique, hein, qui fonctionne et qui a aujourd'hui le statut de banque et qui a créé la monnaie VIR. Et il y a 60 000 entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises suisses qui ont adhéré à ce système. Hein. Ça montre un certain succès. Alors je donnerai deux exemples de ces systèmes monétaires. C'est le système brésilien, et puis je voudrais évoquer aussi un système au Kenya, qui est beaucoup plus limité. Il y a une organisation non gouvernementale au Kenya, américaine, en connaissance, qui voulait financer, disons, le nettoyage des bidonvilles. C'est-à-dire qu'un des problèmes, tous ceux qui sont allés dans des zones de bidonvilles savent en quelque sorte de nos normes, enfin la saleté qu'on peut y trouver, toutes les bouteilles en verre, en plastique, qui sont toutes récupérées, etc., tous les déchets qu'on peut trouver. Donc l'idée était de cette organisation non gouvernementale, un projet pour l'environnement. Et ils ont eu l'idée de joindre une monnaie complémentaire, dans le sens où ils ont émis une monnaie, un bon, et toute personne du bidonville amenant des détritus, en quelque sorte, hein, au poids, était, entre guillemets, payée avec ce bon. Et l'ONG a organisé un marché local périodique où des commerçants, des paysans, en quelque sorte, vendant des produits, acceptaient d'être payés avec ces monnaies. Le but étant que cette monnaie circule entre les commerçants eux-mêmes. Donc ça paraît, c'est une initiative hein, qui a duré un temps limité de celui des financements des projets, comme toujours, mais ça me paraît un exemple intéressant, notamment parce qu'il est en Afrique où il y a très peu de monnaies complémentaires. Il y en a en Afrique du Sud, mais c'est un des rares pays qui en connaît. Par contre, l'autre exemple que je voudrais donner, qui est un exemple financier, hein, je vous avais dit, qui me paraît extrêmement important de donner des alternatives à la finance, eh bien, c'est un projet qui a été initié par une organisation non gouvernementale néerlandaise à une petite échelle et qui ensuite a été appuyé par la Banque centrale du Brésil, avec un soutien important du président Lula. C'est-à-dire que ça lui a paru intéressant. Il existe à Las Palmas une banque de Las Palmas, qui émet des crédits en une monnaie complémentaire. C'est-à-dire que les fonds qui sont apportés pour faire du microcrédit ne sont pas prêtés directement à la monnaie du Brésil. Les fonds qui sont apportés de l'extérieur, au niveau national et international, pour faire du microcrédit, sont déposés dans une banque comme garantie de la monnaie qui est émise. Et les petits commerçants, artisans, etc. du bidonville, Las Palmas, il y a 40 réplications. Il n'y a pas que Las Palmas, c'est le premier lieu où ça s'est développé, c'est pour ça que, mais il y a 40 réplications de cette opération au Brésil, eh bien, reçoivent le microcrédit en monnaie complémentaire. Alors vous me direz, mais quel est l'intérêt, puisque de toute façon, ils échangent, etc. Le but, c'est, si vous avez une monnaie locale, c'est un vilain mot, mais endogénéiser la dépense, créer une dynamique
locale. Faire en sorte qu'il n'y ait pas une fuite hors du système. C'est ça le but des monnaies locales. Hein. C'est que on consomme d'abord pour créer une dynamique des activités et de l'emploi grâce à cette monnaie en quelque sorte des produits qui sont fabriqués dans le pays. Alors, je pourrais multiplier hein, les exemples. Là, je dirais sur les monnaies locales, il ne faut pas s'émerveiller en pensant qu'en soi, une monnaie locale va nécessairement produire uniquement de la solidarité. Si vous prenez l'exemple qui a sans doute été le plus important à l'échelle mondiale, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, autour de 2000, en Argentine, vous avez peut-être entendu parler par des émissions, des éléments de ce type, des clubs et des truckers argentins. Ce sont des groupes locaux qui, face à l'effondrement du système financier argentin, ont créé leur propre monnaie. Et il y a un doctorant de l'université Paris Dauphine que j'avais co-encadré, Adrien Sac, qui a consacré sa thèse à ces clubs de truckers. Donc vous pouvez trouver sur Internet la dite thèse. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui monte. C'est-à-dire que vous avez des clubs de truckers qui sont fondés sur la solidarité, sur un projet d'être au service des autres, etc. Et puis vous voyez certains clubs de truckers qui fonctionnent où quelqu'un introduit des produits de l'extérieur pour jouer en quelque sorte sur le taux de change. Il l'échange à l'intérieur contre d'autres produits par la monnaie et il s'enrichit. Et vous avez des personnes qui, dans les clubs du truckers, ont pratiqué un enrichissement personnel. Donc il y a il y a des clubs de truckers qu'on peut dire solidaires et d'autres qu'on peut qualifier, je ne sais pas quel terme leur donner, mais enfin de non solidaires, hein, par des stratégies de ce type d'enrichissement. Alors on pourrait, je vous le dis, démultiplier les exemples à petite échelle, hein, qui sont des projets. Hein, il ne faut pas les voir autrement. Certains diront ah oui, tel et tel projet a échoué. Il faut tirer les conséquences des échecs. Hein, je considère, pour y avoir beaucoup travaillé au cours des 20 dernières années, que le microcrédit, dans les pays en développement, du fait de ces crises actuelles et du surendettement et des effets de saturation, a atteint sa limite. C'est différent. En Europe, ça fait partie des politiques de l'emploi. Mais le fonctionnement est très différent. C'est des logiques, dans certains pays, de placement en bourse, hein, d'actions de sociétés de microcrédit, avec des enrichissements considérables de certaines personnes, parfois sanctionnées par des effondrements boursiers, hein, comme ça s'est produit en Inde avec SKS, vu les refus de remboursement des clients. Mais même si on voit cet effet de saturation, de surendettement, etc., des limites de ce qui passait bien souvent comme, disons, en soi solidaire, hein, le microcrédit, il y a une différence importante sur il y a une dizaine de sociétés de microcrédit, pas plus, qui sont aujourd'hui cotées en bourse, même si certaines d'entre elles, enfin, elles ont plusieurs millions de clients. Mais il y a une différence très très importante entre la microfinance, hein, le microcrédit, et puis le reste de la finance. Et je terminerai sur cet élément. Et parfois, avant les crises du microcrédit de 2008, etc., certains reprochaient précisément au titre de microcrédit, au placement du microcrédit, de n'être passé liquide. Je crois précisément, c'est ce qui distingue encore très largement le microcrédit du reste des opérations financières. Vous ne savez peut-être pas, mais parce que c'est peu répandu, c'est extrêmement discret d'ailleurs quand on le voit, Genève est aujourd'hui, avec Chicago, une des deux capitales des spéculations sur les matières premières, qui font partie en quelque sorte, de cette finance, hein, qui domine l'ensemble du système.
il existe 600 sociétés, entre 400 et 600, ça dépend quels critères on prend selon le type d'activité qu'elles mènent par ailleurs, sociétés qui sont spécialisées dans les spéculations sur les produits, matières premières, produits agricoles, etc. Genève est aujourd'hui la capitale, disons, du négoce sur les containers. Heureusement qu'on ne nous amène pas ces produits au bord de... Vous voyez, imaginez l'encombrement sous le pont du Mont-Blanc. Si tous ces containers devaient passer, c'est simplement des titres financiers qui les représentent. Je crois que la spéculation date de très 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 longtemps. Aristote raconte qu'un philosophe avait, pour montrer l'utilité d'ailleurs de la philosophie, j'imagine, avait acheté et loué, Thalès, tous les moulins à huile d'une cité, et après il a fait payer très cher ses concitoyens qui ont eu besoin des moulins à huile, étant donné qu'il avait anticipé une récolte considérable par observation des astres des olives. Donc la spéculation, vous voyez, peut avoir plus de 2000 ans, 2500 ans, oui. Il y a une grande différence avec ces spéculations anciennes et ce qui s'est produit aujourd'hui. Et même le microcrédit ne correspond pas à ces spéculations. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, dans les spéculations, les mêmes sont à la fois acheteurs et vendeurs. Autrefois, la légitimité de la finance, c'était de financer, c'est d'être intermédiaire. Je terminerai sur cet exemple qui fait que eh bien, l'économie solidaire, c'est ce qui lutte contre ce genre d'organisation. À Genève, un boisseau de blé, comme à Chicago, entre le moment où on émet le titre qu'on va produire plus tard du blé, et donc on peut acheter du blé, et le moment où le blé est livré quelques mois plus tard, le titre représentant ce boisseau de blé est vendu et acheté 2000 fois. Ça veut dire que les mêmes personnes, dans la même journée, achètent et vendent ce titre. J'ai appelé cela l'empire de la liquidité. Eh bien, je dirais d'une certaine façon, les projets de l'économie solidaire qui s'ancrent dans des activités réelles, dans des relations sociales, eh bien, s'oppose à l'empire de la liquidité qui est en quelque sorte en train de nous noyer, sans faire de jeu de mots mauvais en quelque sorte, mais on est dans un système en quelque sorte qui coule les économies. Et donc l'économie solidaire, par les projets qu'elle présente, se situe en opposition et en proposition pour d'autres systèmes de production, d'échange et de financement. Je vous remercie de votre attention et donc je ne sais pas comment s'organisent les questions. Merci, Monsieur Servet. Donc on va passer aux questions. Merci, monsieur. Paul Larnaud, je voulais vous demander si il y avait vous n'avez pas parlé du salaire universel qui se rattache à ces questions de solidarité. Est-ce que ça n'implique pas la constitution d'un salaire de l'État-providence? Est-ce que ça n'implique pas une amplification considérable, enfin déjà c'est très présent actuellement, des fonctions de l'État? Est-ce que ça n'implique pas un développement considérable du caractère de léviathan de l'État? Est-ce que ça ne tue pas dans ces conditions l'initiative privée? Est-ce qu'on ne sort pas du capitalisme carrément d'initiative privée si on développe un État hyper puissant? En Allemagne, lorsqu'on gagne au loto avec les pensions Hartz IV, les allocations chômage, 460 € par personne, c'est très faible. Bon, dès lors qu'on gagne, ça peut augmenter si on a un conjoint qui est également
qui est également bénéficiaire de Hartz IV avec des enfants, ça augmente ça augmente la parité. Si on gagne au loto 5 euros, c'est déduit. Bon, ben, c'est une entreprise considérable. Ça se passe pas comme ça en France. Mais je confirme qu'en Suisse, si vous gagnez peut-être pas 5 euros, mais l'équivalent de 50 euros, vous devez le déclarer dans votre déclaration fiscale. Donc c'est pas dans tous les pays européens. Est-ce que ça ne tue pas l'initiative privée du capitalisme? Puis une autre question que je vais vous poser rapidement, c'est de savoir comment expliquer, trouver une dimension de visibilité dans le travail, le travail solidaire. En Allemagne, ils ont énormément de ventes à la sauvette. Ça se trouve aussi en France. Il y a les ventes des puces, les ventes aux puces. Alors ils ravistolent les objets puis ils les revendent. C'est du troc en quelque sorte. Est-ce que ça ne bon, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que le troc, est-ce que par défaut de visibilité, parce qu'il faut connaître les endroits qui échangent le troc et qui réparent les travaux de proximité, est-ce que ça ne tue pas le capitalisme, l'économie réelle? Est-ce que, à force de reposer sur l'obscurité, une économie dans la pénombre, et c'est valable aussi pour votre microcrédit. Tout le monde ne connaît pas ceux qui sont sollicitant, offreurs de microcrédit. Est-ce que ça ne tue pas l'économie capitaliste? Ok, donc je sais pas, sauf si, donc il y a plusieurs questions, bon, je ne sais pas comment on fait, mais je peux peut-être répondre, enfin, sur l'ensemble des points. Alors, je ne ferai pas une équivalence entre économie réelle et économie capitaliste. Je pense très précisément que la financiarisation du capitalisme, dans, disons, les prélèvements qui s'opèrent aujourd'hui, c'est pas l'État qui l'a tué. Il s'est tué lui-même. Hein, ça, c'est un élément, pour moi, une conviction forte, parce que quand vous échangez 2000 fois le titre d'un boisseau de blé, on pourrait multiplier ça sur le cacao ou des produits de ce type, je ne pense pas qu'on soit dans l'économie réelle. On est entré dans une artificialité prélevant, et c'est pas seulement la finance qui prélève, c'est les cabinets d'avocats, les juristes, etc., qui fabriquent les titres, c'est les systèmes informatiques qui sont basés dessus. Donc on a cette couche très minoritaire dont on peut voir les rémunérations telles qu'en son père, qui ont cru de manière considérable autour des 15 dernières années, qui sont liées à la finance et aux assimilés à la finance. Et donc pour moi, on est loin d'une économie réelle dans ces activités-là. On a cessé d'être un intermédiaire, ce qui était la légitimation de ce type d'activité. Et je dirais, on est sorti du capitalisme. C'est pas ce que j'avais dit dans cet ouvrage, mais maintenant j'ai avancé dans ma réflexion, et parce que j'avais peu réfléchi sur les matières premières, les spéculations jeux de bois. C'est assez discret, et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est plus possible. Alors, donc ça c'est sur cet élément. Je pense que les activités de l'économie sociale et solidaire correspondent plus aujourd'hui à la réalité que certaines activités financières. Et ça me paraît extrêmement important. Alors, quand je soulèverai simplement deux choses. Sur le salaire minimum, eh bien, la faiblesse du salaire minimum en Allemagne produit la chose suivante. On vient de l'évoquer assez récemment dans les médias français. La viande des abattoirs français est pour partie aujourd'hui envoyée à l'autre bout de l'Allemagne, où travaillent des Roumains ou autres populations de ce type pour 3 € de l'heure. Ça pose un certain nombre de problèmes, je dirais même sur l'empreinte écologique. C'est-à-dire que la viande que vous mangez, votre bœuf, il peut être, vous voyez, de venir de près, qui sont pas très très loin de Paris. Ils sont abattus ici et ils sont partis pour être découpés. Bon, je pense que ce genre d'économie, pour des points de vue, y compris environnementaux, et pas seulement sur les niveaux de rémunération des gens qui, en Allemagne,
travaillent pour des rémunérations de misère, je crois que ça c'est important, eh bien, il y a une nécessité d'un salaire minimum en quelque sorte, et en tous les cas, qui n'est pas cette passoire européenne qui fait que vous faites venir de je ne sais pas quel pays européen des fenêtres, et sous prétexte qu'on vous monte les fenêtres en France, les gens qui montent les fenêtres sont payés au salaire du pays où est fabriquée la fenêtre. Et donc ça peut représenter 3 fois moins qu'un salaire français. Alors cette logique, évidemment, c'est la compression de la rémunération de tout un tas de populations en Europe. Après, il ne faut pas s'étonner d'une diminution, en quelque sorte, de la demande globale. Alors, c'est peut-être pas parfait, la demande globale, on y reviendra peut-être, mais enfin, disons, dans un système qui reste dans ces logiques d'offre et de demande, eh bien, strictement économique, ça pose problème. Alors, sur le salaire universel minimum, je suis de ceux qui pensent que les sociétés occidentales ont les moyens aujourd'hui de s'offrir ce genre de mécanisme et que ça ne serait pas un découragement extraordinaire à l'activité des gens. Mais ce système n'est pas nécessairement lié au... enfin, ici on est en France, alors les gens pensent toujours le niveau national, hein, les Jacobins l'ont emporté sur les Girondins, donc ça a donné ce genre de système, mais un salaire universel minimum peut très bien se développer à un niveau cantonal, un niveau régional, un niveau départemental ou ce genre d'éléments. On n'est pas obligé, là où d'ailleurs il y a des niveaux où l'expression de la population, où les problèmes ne seront pas les mêmes, etc. Donc ça peut se justifier. Par exemple, si vous prenez une région telle que la région Rhône-Alpes, il y a des poches de ce qu'on appelle des RMistes, hein, les termes ont changé bien souvent, mais importantes dans les banlieues pauvres des grandes agglomérations de cette région, mais également vous avez des poches de RMistes extrêmement importantes en Ardèche et dans la Drôme. Hein, pour donner ces voilà. Donc on peut tout à fait penser, et le niveau, disons, de besoin, c'est pas le même un revenu universel minimum, hein, parce que salaire, ça suppose de les employer parfois comme esclaves. Hein. Enfin, je veux dire, on les obligerait à des activités de nettoyage. Donc bon, je préfère dire un revenu minimum d'existence, hein, qui est défini. Mais il est certain que pour vivre à Paris, vous n'avez pas les mêmes besoins que pour vivre dans d'autres parties de la France, voire de l'Europe. Hein. Donc ça ne serait pas nécessairement le Léviathan, au contraire, ça peut faire naître des débats au niveau local, ce qui pourrait aussi provoquer des déplacements de population. Donc il y a... Au niveau européen, il y a un principe de solidarité par l'égalité. En politique sociale, on l'a peu vu. Enfin, je veux dire que c'est un des problèmes, hein, de la construction européenne, c'est-à-dire que les politiques sociales et les politiques fiscales, enfin, etc., on a dit pour demain. Et le demain, on attend encore. C'est-à-dire qu'on a unifié monétairement et financièrement l'Europe. Pour les populations européennes, elles l'ont peu vu, en quelque sorte, dans certaines lois minimum, en quelque sorte, hein, des conditions. Et c'est un des problèmes, hein, important de l'Europe, d'où le rejet de l'Europe par une partie des populations européennes, certes minoritaires, mais qui pourrait croître de façon importante. Les votes italiens sont très significatifs de ce point de vue. Hein. C'est quelque chose, enfin, qui doit tous nous interroger. Je ne sais pas si la population chypriote, avec ce qui vient de leur arriver, va être longtemps très pro-européenne, par exemple. C'est des éléments, et vous allez cumuler en quelque sorte les problèmes. Et donc on peut se dire, mais je distingue, alors oui, pour situer les problèmes, je ne l'ai pas précisé, mais je distingue très nettement, hein, dans la façon dont j'organise et je considère les activités, ce que j'appelle la protection de la solidarité. La solidarité est fondée sur le dialogue, sur la base, sur des éléments de ce type, sur la démocratie. La protection, ça peut être une autre démocratie. On vote et puis après, tout s'organise pour vous. C'est-à-dire cette société de bienfaisance par le haut. Si on veut prendre l'histoire de la pensée européenne depuis le 19e siècle, depuis les années 1830,
il y a eu notamment en France une floraison de ce qu'on a appelé les socialistes utopiques. Ces socialistes utopiques, c'est eux qui ont développé la pensée du mutualisme, de l'associativisme, du coopérativisme. Son nom est très peu connu. L'homme qui a fait voter en France les lois sur les associations, mais aussi les lois sur l'impôt sur le revenu progressif, il a un très très joli nom, il s'appelle Léon Bourgeois, c'est quand même tout un programme, hein. Et il avait un courant qui s'appelait solidariste. Donc ils étaient capables de mesures générales. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire, je serais tenté de dire, ces projets qui partaient de la base, qui étaient coopérativistes, mutualistes, solidaristes, etc., à la base, ont été absorbés par ce que vous avez appelé le Léviathan. Et précisément, la montée du néolibéralisme, elle a eu cet avantage-là de faire réémerger le monde associatif, hein, de ce point de vue. Hein, pardon ? Oui, non, mais c'est-à-dire que comme il y avait des insuffisances de prise en charge d'un certain nombre de problèmes, le mouvement associatif est devenu légitime pour les prendre en charge. Donc ça, c'est ce qu'on peut constater. Donc il y a une sorte de retour de l'histoire. Mais disons que jusqu'aux années 1970, ces mouvements avaient gardé en tête l'idée du partage. L'effondrement d'un certain nombre de choses nous ont fait penser que toute la société pouvait être fondée sur l'échange. Je crois qu'une société solidaire doit être construite à la fois sur des mécanismes d'échange, mais aussi sur du partage. Et que ça, c'est le défi à renaître, parce que, et ça pose problème vis-à-vis d'une logique, je dirais, néolibérale, qui est une logique d'accaparement des droits de façon privée. La logique du partage, c'est de dire, ça rejoint d'ailleurs la doctrine sociale de l'Église, hein, du Moyen-Âge ou d'autres philosophies, c'est de dire que vous n'êtes jamais complètement propriétaire de quelque chose. Vous avez des droits, et il y a une hiérarchie des droits, et vous les hiérarchisez. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait. Il y avait un juge, je ne sais pas que ça a été confirmé, il n'avait empêché qu'on condamne une femme qui avait volé dans un supermarché sous l'emprise de la nécessité, en disant du moment qu'elle avait faim, qu'elle avait ses enfants à nourrir. Ça paraît un peu curieux par rapport, mais il y a comme ça des phénomènes qui se produisent il y a quelques années, eh bien ça légitimait le fait en quelque sorte qu'elle ait pu voler dans le supermarché et on n'avait pas à la condamner. Ce qui était quand même... Le juge Magnon à Château-Thierry le 22 février 1898, il y a plus d'un siècle. Non, il y a un exemple très récent, il y a 5-6 ans en France, qui s'est reproduit, donc ils ont dû se baser sur les mêmes textes, effectivement. Mais c'est pas étonnant qu'au 19e, il y ait eu des gens qui aient eu aussi ces idées-là. Ça fait 2 siècles. Si vous prenez les idées de Robert Owen, elles rejoignent un certain nombre de choses qu'on peut dire ici, où j'ai cité la doctrine sociale de l'Église et Thomas d'Aquin, hein, sur les droits de propriété hiérarchisés. Hein. Donc il y a effectivement des choses qu'on retrouve. Bonjour, merci pour votre conférence. J'aurais moins aimé savoir où vous situez l'économie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que ça vous paraît, est-ce que c'est nécessairement solidaire? Je crois pas, mais est-ce que c'est souvent solidaire? Je pense que ça peut l'être. Est-ce que c'est une solution à la crise ou une solution envisageable à la crise? Il y a une certaine forme de relocalisation, de réutilisation, donc de développement un peu durable, on peut dire, dans cette économie de la fonctionnalité. J'ai l'impression de voir ça se développer, au moins sur les pubs de voitures. C'est plus des locations avec option d'achat, on va dire, revisitées qu'on nous propose maintenant dans les pubs. Et enfin voilà, quid de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Je n'ai juste... Oui, non, mais pour être franc, je n'ai jamais travaillé sur l'économie de la fonctionnalité. Hein, c'est pas... Mais je comprends ce que vous voulez dire. Je n'ai d'ailleurs pas répondu à la personne là, qui avait donné la première question sur les mécanismes de récupération. Hein, et c'est un peu la même chose hein, qui est donnée. C'est-à-dire que les produits, enfin, un des drames des sociétés contemporaines, c'est qu'on vous produit, on vous fabrique des éléments dont on a diminué de manière considérable la durée de vie de ces produits. Hein, donc l'économie de la fonctionnalité, c'est de faire en quelque sorte qu'ils soient pleinement utilisables. Et je dirais que
dans les systèmes d'échange local ou dans, je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, Le Bon Coin, vous, qu'on a tous, je pense, au moins une fois regardé, voire cédé quelque chose, voire cherché quelque chose, eh bien, c'est un peu ça, hein. C'est pas. Alors, Alain Caillet, très connu pour ses travaux sur l'économie du don, a fait un article dans Le Monde où il disait que c'était du don. Je me suis dit qu'il n'avait jamais utilisé Le Bon Coin, parce que c'est pas du don. C'est vous céder. Alors parfois, effectivement, il m'est arrivé, pour les cacher, dans Le Bon Coin, de céder pour 5 € des chaises, la chaise. Hein, parce que c'était plus coûteux pour moi d'aller débarrasser ces chaises, etc. Elles m'encombraient littéralement, hein, même si je pouvais y avoir un attachement personnel. C'était des chaises de la fin des années 50 et la dame qui est venue les chercher, la jeune femme qui est venue les chercher, m'a dit « J'aime beaucoup les antiquités ». Ça m'a... Bon, donc... Et je me suis dit, oui, bon, ben, il faut se rassurer de cette façon-là. Mes chaises de famille de mes parents sont des antiquités. Bon. Mais c'est ça, je pense, c'est cet élément-là et qu'on trouve. Mais par exemple, on le retrouve, par exemple, si on prend les voitures, le covoiturage qui est organisé, même y compris maintenant, je crois qu'à Paris, ils vont le développer sur une base municipale, hein, si j'ai bien compris, comme les vélos. Vous avez des officines privées qui le font, et puis vous avez des associations qui le font, et elles partent même du même principe que effectivement vous utilisez pas toujours votre voiture, et en plus un jour vous avez besoin d'une grande voiture et un jour d'une petite voiture, donc on peut dire que c'est une interdépendance. La différence entre l'économie solidaire en la matière et une économie, j'ose pas dire normale, mais je sais pas comment la qualifier, c'est que dans un cas vous avez la recherche de la lucrativité pour ceux qui organisent ce service, et puis dans une économie solidaire, vous pensez aux autres, vous avez le souci d'autrui, un peu comme ceux qui coupent pas les poutres chez les arapèches, quoi. C'est un peu la même idée, d'avoir le souci des autres. Et alors peut-être que la question qui m'a été posée est partie du principe que par nature les êtres humains seraient égoïstes. Je pense que par nature, les êtres humains sont rien du tout. Hein. Il y en a peut-être 10% qui sont très égoïstes et qui ont des pathologies d'âpre au gain. Il y a 10% qui doivent être extrêmement généreux et qui ont comme ça une générosité naturelle. Et les 80% restants, la plupart du temps, c'est le système qui les fait pencher d'un côté ou de l'autre. Et donc, dans ce que je dis, c'est cette idée-là, de faire en sorte, hein, c'est pas la suppression de l'État, c'est pas la suppression du marché, c'est pas la suppression de mais d'aller dans une certaine direction. Un peu comme les rois mages, je fais des comparaisons religieuses, là, vous voyez, ils ont marché, guidés par une étoile. Alors ils ont de la chance, ils ont débouché sur quelque chose, visiblement, hein, pas longtemps, mais l'important c'est de marcher. Et c'est d'aller en direction d'eux, vous voyez. Il y a pire, dans tous les domaines d'ailleurs, que d'échouer. C'est de ne pas essayer. D'accord. Juste après, une toute petite question. Quelle est la durée de vie du titre du boisseau de blé? Entre le moment où il est émis et... Je pense que ça doit être à peu près 6 mois. D'accord, merci. À peu près. Hein. C'est une question que je me suis posée, je ne l'ai pas complètement résolue, ça doit dépendre aussi du type. À ma connaissance, non, parce que celui qui le produit l'émet, enfin, on émet le titre à partir du moment où on sème la chose. D'ailleurs, vous savez, c'est une vieille technique, j'aime pas beaucoup le terme, mais d'usurier. Hein. L'achat sur notre ami est du Maroc, ça se pratique dans certains endroits. Hein, on achète avant la récolte, et c'est des usuriers qui font ça, quoi. Bon, vous voyez, sans taux d'intérêt, etc. Mais comme les prix ne sont pas les mêmes selon la saison, ils peuvent s'enrichir de manière considérable sur ce genre d'achat. Hein. Mais comme c'est des bons musulmans, il n'y a pas de taux d'intérêt dans cette opération. Yes. Merci. Bonsoir. Merci pour votre clarté de votre propos. J'avais une question concernant les monnaies locales. Finalement, est-ce que c'est pas une réappropriation enfin, retrouver une conjonction entre monnaie et politique? C'est-à-dire qu'on a un groupe cohérent avec une monnaie qui est cohérente à ce groupe-là, chose peut-être qu'on a perdu avec un euro un peu supranational et des monnaies supranationales. Et quelque part, en quoi le retour à un protectionnisme et à un État-nation ne permettrait pas aussi le retour à une solidarité nationale qui a fait ses preuves et quelque part une économie solidaire nationale sans pour autant avoir un nationalisme ou enfin juste retrouver un niveau politique qui permet de retrouver justement cette coordination qui manque peut-être aujourd'hui dans un monde un peu complètement ouvert
sans protectionnisme, qui serait pas forcément novateur. Et une dernière point de vue aussi, vous avez parlé du VIR. Quelque part, quelle est la fiscalité appliquée à cette monnaie locale qui permet aussi d'avoir quelque part une expression de la solidarité? Si l'ensemble des entrepreneurs créent une pure monnaie pour pouvoir échanger leurs biens et payer en dehors de toute fiscalité, qu'est-ce qui devient finalement de la solidarité étatique qui quand même a porté ses fruits tout autour du XXe siècle? Alors, je vais d'abord répondre à la question technique sur le VIR. Quand vous faites un échange en VIR, vous n'échappez pas à la fiscalité suisse. Absolument pas, vous payez les impôts. Ce qui se fait d'ailleurs, c'est que beaucoup de produits et services qui sont échangés dans le cadre de VIR ont un double paiement. Il y a une partie qui est en francs suisses et une partie qui est en VIR. Justement pour tenir compte, en quelque sorte, de la fiscalité, par exemple, que l'entreprise est obligée de verser. Il y a aussi le fait que si dans une activité, quelqu'un est obligé de s'approvisionner essentiellement en produits qui ne viennent pas de producteurs qui sont dans la VIR, en quelque sorte, eh bien, il va y avoir les 3/4 du prix qui sont en francs suisses. Donc c'est ainsi. Les Suisses ont un très grand pragmatisme de ce point de vue. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, si c'était le sens, mais c'est ça. Donc il n'y a pas de souci de fiscalité ou d'éléments de ce type. Le VIR est depuis la deuxième moitié très rapidement est devenu une banque. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, versant aussi, alors qu'au départ, c'était une monnaie fondante pour les spécialistes, c'est-à-dire qui se dépréciait au cours du temps. Et dans les années, je crois que c'est années 50, le VIR a versé des taux d'intérêt à ceux qui ont de l'épargne en VIR et qui mettent aussi de l'épargne en francs suisses. Donc mais c'est un système original. Enfin, je veux dire, quand vous arrivez à 60 000 entreprises qui en sont membres, je trouve qu'on arrive. Donc vous pouvez aller au restaurant en VIR, etc. Et si j'ai bien compris, ils l'ont élargi aujourd'hui à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais c'est une limite en quelque sorte. C'est aussi, je ne m'explique pas bien pourquoi, un système essentiellement implanté dans la zone alémanique. Ils ont essayé depuis un peu moins d'une dizaine d'années à s'implanter, notamment à Lausanne, ils ont un siège, mais ça n'a pas eu autant de succès et on réfléchit à Genève en l'articulation avec le projet de monnaie locale de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Si ça vous intéresse, vous regardez sur après, il y a qui réunit 300 entreprises, donc c'est pas tout petit. Enfin, à Genève, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi genevois. Donc, de voir si on va s'articuler avec VIR ou pas, selon les techniques qu'on utilise, si on va utiliser le téléphone portable pour faire les paiements, tout ça est en discussion, notamment dans les 15 prochains jours, des réunions assez intenses pour voir ce qui va se passer. Les Suisses sont très pragmatiques et c'est ce que j'apprécie aussi pour développer. Alors, sur les autres questions que vous posez, il est certain que dans les années 90, milieu des années 90, quand on a mis en place les systèmes d'échange local, et j'ai été un militant, je peux dire, des systèmes d'échange local, si ça vous intéresse, j'ai publié au Seuil avec certains de mes doctorants un ouvrage qui s'appelle Échanger sans argent, qui est entièrement consacré au système d'échange local, donc on fait la description à cette époque de cette expérience. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que d'abord on a eu une opposition comme dans les années 50, comme dans les années 30, où il y a eu des tentatives en France de monnaie locale, qui étaient d'ailleurs, c'est intéressant, soutenues par le Parti radical socialiste français, donc pas par une extrême gauche, donc c'était le parti d'Édouard Herriot, le Parti radical socialiste, donc il y avait cette implantation. Bien, la grande différence entre les années 30 et 50, où très rapidement la Banque de France ont empêché le développement de ces expériences, contrairement à ce qui s'est fait en Suisse. Le blocage s'est fait aussi pour des raisons légales en Allemagne et en Autriche, dans les années 30, où il y a eu des expériences de ce type. C'est que, d'abord, ils se sont aperçus, on leur a expliqué que les échanges, ça ne devait pas dépasser l'équivalent aujourd'hui de 50 € par mois par membre. Alors ça valait peut-être pas le coup de prendre un bulldozer pour tuer une mouche, donc je crois que ça a été un argument assez fort. Ils ont compris que ça leur coûterait plus cher d'aller faire de la fiscalité sur ça que ça leur rapporterait. Donc ça a été. Mais l'autre, et là c'est ce que vous avez touché qui me paraît très très important, c'est l'argument politique. C'est-à-dire que l'argument, le contexte, pourquoi ça l'a permis dans l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire que l'argument inconscient et conscient consistait à dire non mais attendez, vous êtes en train de nous supprimer le franc, le Deutschmark, etc., etc.
Et puis on ne pourrait pas créer à une échelle locale nos propres instruments d'échange. Et je crois que ça a apporté extrêmement. Alors sur l'autre question, en quelque sorte, de la disparition de l'euro, je vous demande simplement de réfléchir. Si on est dans un monde de spéculation monétaire, ce qui serait advenu des devises européennes dans la crise que nous avons connue. Imaginez le coût de couverture des risques pour les taux de change qu'on aurait eu. Ça, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, en quelque sorte. Ou alors, on m'explique, parallèlement, on fait un projet Keynes, qui était son projet pour le Fonds monétaire international, qui n'était pas le projet américain. Il n'y a pas de spéculation possible sur les monnaies. Il n'y a pas de taux de change qui fluctue. Si on est dans un système, et si on impose le non-fluctuation des taux de change, je comprends parfaitement ce qui est proposé. S'il y a fluctuation des taux de change, c'est évidemment dans des petits États extrêmement imbriqués, je pense à l'Europe ici, quelque chose qui serait extrêmement coûteux. Et je pense que la solution de disparition de l'euro serait sans doute pas la meilleure des solutions en la matière. Je dirais d'autre part qu'il y a un problème d'un pays tel que la France. Pour arriver à un certain ensemble économique qui a une dynamique, je crois qu'aujourd'hui, ce sont les États qui ont entre 8 et 15 millions d'habitants, si on veut prendre ça veut dire que pour aboutir à ce que vous proposez, aussi pour créer une dynamique locale, il faudrait faire sauter l'entité française. C'est-à-dire la considérer sur des bases régionales qui créeraient des identités nouvelles. Je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de mouvements qui en France sont favorables à la disparition de l'euro seraient favorables à l'émergence de ces entités nouvelles. C'est un élément, il y a pour moi une contradiction entre, en quelque sorte, d'un point de vue, je dirais, social, économique, politique, de ce que sont ce qui marche aujourd'hui à l'échelle planétaire. Il y a une nécessité d'un fédéralisme. Bon, voilà. Donc les coûts sont considérables. J'ai beaucoup œuvré à la préparation du passage à l'euro pour les populations handicapées, âgées, etc., pour qu'il n'y ait aucun souci de transition pratique. Je crois que nous avons extrêmement réussi de ce point de vue. Par contre, pour ce qui est de la macroéconomie, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème à l'époque, puisqu'il y avait des conflits entre ce qu'on appelle la DG24, où il y avait la commissaire Emma Bonino avec laquelle on collaborait, et puis il y avait, disons, DG2, qui était celle des macroéconomistes. Ils disaient, mais à quoi ça sert de faire ce que vous faites? Nous, on disait, si jamais il y a le moins de problèmes pratiques au niveau d'une monnaie, ça va faire ressurgir des éléments anti-européens. On voit aujourd'hui où on en est par les erreurs macroéconomiques qui ont été commises. Voilà ce que je peux dire sur ces éléments. Et donc, il y a pour moi une nécessité de solidarité dans des entités qui soient susceptibles de développer la démocratie. Ça veut dire un principe de subsidiarité, à mon sens, ascendant. C'est-à-dire que ça porte le nom d'un moine, Alsusius. Ça veut dire que vous résolvez les problèmes au niveau où ils se posent. Et quand vous ne pouvez pas les résoudre, vous les passez à l'échelon au-dessus. Le problème européen, c'est un système de protection qui tombe d'en haut, en quelque sorte, si on peut appeler ça protection d'ailleurs. C'est pas ce système de solidarité à étage. Pour illustrer ce que disait le moine, mais qui me paraît essentiel, il dit, quand il y a le toit de la chapelle qui s'effondre, il n'y a pas besoin de référer à Rome ou à l'archevêché pour savoir comment réparer le toit. C'est les gens de la communauté de croyants à la base qui doivent résoudre le problème du toit de la chapelle. Le problème, c'est que la construction européenne s'est très peu fait sur ces bases-là. Et donc, les monnaies locales, en tant qu'élément de la structure solidaire, en quelque sorte, correspondent à cette démarche. Ce ne sont pas des monnaies alternatives. Ce sont des monnaies complémentaires. C'est-à-dire que pour un certain type d'échange, vous avez des monnaies d'un autre type. Mais localement, il y a la possibilité aujourd'hui de s'organiser.
Et le téléphone portable, même s'il peut être excluant pour certaines personnes, mais il est quand même suffisamment élargi, pourrait en quelque sorte réduire considérablement les coûts pour développer ces monnaies solidaires locales. Le problème de monnaie locale complémentaire à Toulouse, c'est qu'il est soutenu par la municipalité parce que son coût est considérable. Ils ont des billets traçables, enfin, etc. Et ça pose problème, parce que le jour où certains dans la municipalité diront ça coûte trop cher, l'opération s'arrêtera. Donc moi j'aime mieux un système décentralisé qui est pris en charge par ceux qui le font fonctionner. Ça ne veut pas dire que contre les subventions, etc. Mais si vous avez un système qui est essentiellement subventionné par le haut, eh bien, c'est des systèmes de protection. Pour moi, c'est plus des systèmes d'économie solidaire. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Grenoble aussi. Le sol a beaucoup de problèmes parce qu'il était subventionné par un projet de l'Union européenne. Quand l'Union européenne a cessé d'avoir sa subvention, eh bien, le projet a connu quelques problèmes. Donc, c'est ça, enfin, cette idée d'émerger par le bas. Et puisque vous évoquez le protectionnisme, je ne pense pas aujourd'hui que le protectionnisme efficace doivent se faire par des taxations ou des quotas d'importation. Le commerce équitable peut représenter l'antichambre d'un nouveau protectionnisme. C'est-à-dire qu'on fixe des bases sur ce qu'on consomme, les qualités environnementales des produits, d'où ils viennent, quelles sont les conditions de travail de ceux qui les fabriquent. Le problème, pour prendre l'exemple européen, c'est qu'on est à l'antithèse de cela, puisque c'est les conditions de production dans le pays où on fabrique le produit qui déterminent le fait que vous les consommez. La solidarité peut se faire. Il peut y avoir une nouvelle forme de protectionnisme, on peut dire intelligent, qui se fait sur le base de normes techniques, sociales, biologiques, etc. On voit sur les OGM ou des éléments de ce type. On peut dire non, on ne veut pas consommer des produits pour telle et telle raison. Je ne connais rien au problème technique des OGM, par exemple. Mais ce que je sais des OGM, c'est la dépendance des producteurs par rapport à ceux qui fabriquent les semences. Et ça me suffit pour être extrêmement réservé sur ce type de dépendance, par exemple. Donc, je pense que, et c'est pour ça que l'économie solidaire, qui pense à la libération des gens, va être contre les OGM. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de compétences techniques. On est obligé de croire ce qu'on nous dit sur les conséquences des OGM, tandis que sur la dépendance des producteurs par rapport aux fournisseurs, en quelque sorte, de semences, là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de biologie très poussées pour comprendre les conséquences et ce que ça veut dire dans les rapports de domination. Oui, bonsoir. Est-ce qu'à votre avis, une économie non libéraliste, telle qu'on l'a connue depuis des décennies, n'a pas généré des réflexes ou une psychologie collective non solidaire? J'ai distingué, alors je ne sais pas si je comprends parfaitement la question dans les termes qui sont les miens. J'ai distingué la protection de la solidarité. Oui, le XXe siècle, après la crise de 1929 notamment, et sous les combats qu'on peut comprendre des salariés, sous le développement des guerres aussi, de guerres mondiales extrêmement importantes, ont amené, disons, une éradication très forte de l'organisation solidaire des sociétés. Il y a eu une banalisation et une absorption par les systèmes étatiques produisant de la protection. Et donc on peut le distinguer de ces liens. Mais je comprends très bien que face à une situation de crise, les salariés réclament de la protection. Mais ce que je veux dire, si vous... comme je ne vois très peu les gens dans la salle, donc je ne peux pas savoir s'ils ont 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Mais pour les gens qui ont 60 ans dans la salle, qui se souviennent de l'après-mai 68, eh bien, c'était les années 70, des périodes d'occupation d'usines. Des périodes où il y avait appropriation, où on voulait les transformer en coopératives. Ce qui me frappe beaucoup, et c'est peut-être le sens de votre question, c'est...
Eh bien, problème d'une entreprise. On demande que l'État entre dans le capital. Bon, on demande, et donc on est dans un système de protection. Pas du tout dans un, me semble-t-il, par les exemples que j'ai vus, un mécanisme d'appropriation par les travailleurs de leur outil de production. Je pense à cette fabrique à Marseille de tisane. Compte tenu de ce qu'est, je comprends qu'un haut fourneau, c'est un peu difficile de faire de la coopérative où vous iriez acheter pour votre usage personnel de l'acier. Ça, je comprends parfaitement. Mais par contre, pour des tisanes, il y aurait pu avoir, vous voyez, tout un réseau qui se met en place pour approprier cette usine et en quelque sorte qu'on consomme les dites tisanes. Bon, ça, absolument pas, à ma connaissance. Là encore, peut-être que je connais mal le dossier, été proposé. Donc ça, c'est un problème. Il y a effectivement une demande de Léviathan qui est assez importante et qui, en certaines circonstances, pas dans toutes, sont, à mon sens, inappropriées. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que j'en ai compris. Merci.